La situation demeure ce soir encore bien embrouillée à l'usine Talbot de Poissy après la décision annoncée hier par le gouvernement de laisser procéder au licenciement de 1905 employés de l'entreprise. Le port de Tripoli au nord-Liban bombardé par la marine israélienne quelques heures avant l'évacuation des combattants palestiniens de Yasser Arafat. L'incendie hier d'une boîte de nuit de Madrid a fait 82 morts. Quelles mesures sont prises en France pour éviter de telles catastrophes? C'est l'enquête de ce journal. Coluche qui rit et Coluche qui pleure, avec son dernier film Ciao Pantin, le clown cède la place aux tragédiens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Apparemment, rien n'est vraiment réglé ce soir à l'usine Talbot de Poissy, où la situation était pour le moins confuse tout au long de cette journée. Car après l'autorisation donnée hier par le gouvernement de laisser licencier 1905 ouvriers de l'entreprise, sous réserve de la mise en place d'un plan d'accompagnement social, c'est maintenant l'interprétation de cette mesure qui soulève la polémique. La CGT et la CFDT appellent ainsi les employés de l'usine à reconduire leur grève à partir de demain, en l'absence de négociations avec la direction. La direction qui vient quant à elle d'annoncer que l'activité de l'usine de Poissy ne reprendrait en tout état de cause qu'à partir du 2 janvier. Geneviève Moll a recueilli les premières réactions à l'usine de Poissy, où chacun s'interroge sur le sort qui lui est réservé. À Talbot-Poissy, on pensait que le dimanche serait calme, et puis, en fin de matinée, on apprenait qu'il y aurait, dans l'après-midi, un comité d'établissement. Au cours de ce comité, réuni à 16h20, Daniel Emery, le directeur du personnel et des relations sociales, rappelait les 1905 licenciements acceptés par le gouvernement et les mesures sociales qui les accompagneraient. Formation professionnelle pour certains travailleurs, reclassement pour d'autres, prime de 20 000 francs aux chefs d'entreprise qui accepteraient des ouvriers Talbot. Il annonçait également le chômage partiel de l'entreprise à partir de lundi. À 17h, la CGT sortait la de la réunion. bloque la situation. Elle persiste et signe aujourd'hui en ne respectant pas les engagements qui ont été pris devant le gouvernement de négocier. Elle prend ainsi la responsabilité de durcir le conflit. Nous appelons tous les travailleurs à se présenter dès lundi matin à leur poste de travail pour décider la reconduction de la grève, tant qu'il n'y aura pas des négociations sérieuses et loyales qui seront engagées. La CFDT, elle aussi, appelle ses adhérents à se retrouver demain matin. Tous les salariés de l'entreprise doivent peser dans la formidable bataille que nous continuons à livrer. Cette bataille, nous pensons pouvoir la gagner. Et nous appelons, en conséquence, tous les travailleurs à venir occuper l'usine comme ces derniers jours, dès demain matin, lundi. Nous voulons que des aménagements soient pris au maximum pour éviter les drames sociaux. Mais nous voulons également que le gouvernement prenne désormais des mesures d'accompagnement pour assurer l'avenir de l'industrie automobile tout entière. Enfin, je dirais que nous n'acceptons pas les licenciements, nous les subissons. Les chaînes resteront donc immobiles jusqu'au 2 janvier. Les lettres de licenciement, elles, commenceront à partir dès demain. Il faut maintenant attendre le meeting de demain matin pour savoir comment les choses vont évoluer. Pierre Bérégovoy était ce soir l'invité du Club de la Presse d'Europe numéro 1 et le ministre des Affaires sociales a expliqué dans quel cadre le gouvernement a accepté ces licenciements chez Talbot. Et surtout, il a précisé qui paierait pour ces mesures. La solution qui a été retenue, elle comporte d'ailleurs plusieurs éléments. En effet, dans le dossier Peugeot-Talbot, il y avait des pré-retraites qui intéressaient à la fois Talbot et Peugeot, car en réalité, c'était près de 8000 suppressions d'emplois qui étaient demandées, 4900 pré-retraites et 2900 licenciements. Il y a donc un effort qui est fait par le Fonds national de l'emploi, autrement dit par le gouvernement et par l'UNEDIC, puisque vous savez qu'un pré-retraité est payé à la fois sur le budget de l'emploi et à la fois par le budget de l'UNEDIC. Donc une dépense qui est à la charge de la collectivité des entreprises et de la collectivité nationale. Et puis il y a l'effort propre fait par l'entreprise elle-même, les primes de reclassement et la formation aux travaux de réparation automobile qui sera organisée par l'entreprise Peugeot-Talbot.
Voilà donc pour la réaction du ministre des Affaires sociales et de la solidarité. Reste que ce soir, on a un peu l'impression, Christian-Marie Monod, que personne ne parle de la même chose pour Talbot. Oui, alors découpons ce week-end en plusieurs actes. Premier acte, le Premier ministre annonce hier un accord entre la direction du groupe Peugeot et le gouvernement qui permet de réduire les licenciements en 1905. Le ministre de l'Emploi, Jacques Ralite, se félicite de cet accord, la CGT aussi, la CFDT est sceptique. Deuxième acte. Ce matin, on s'interroge. Pierre Mauroy parle clairement de licenciement. Jacques Ralite évoque davantage le départ de l'entreprise de ses salariés pour une formation nouvelle. Pour Jacques Ralite, l'essentiel est qu'il n'y ait pas de chômage. La CFDT estime que c'est un accord de dupes. Troisième acte. Cet après-midi, le comité d'établissement réuni à Talbot-Poissy confirme les licenciements et les pré-retraites et refuse toute négociation. Colère des syndicats. La CGT estime que la direction ne respecte plus la règle du jeu et convoque pour demain les salariés pour éventuellement la poursuite de la grève. Tout n'est pas encore réglé ce soir donc. Le gouvernement vient de subir son premier baptême du feu de la grande bataille industrielle de ces 10 prochaines années. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique, comme l'a reconnu Pierre Bergovois ce soir, qu'on réglera ces difficultés. De sa réussite aujourd'hui dépendra sa crédibilité demain face au prochain conflit. Et des suites de cette affaire, il en sera certainement question demain lors de la rencontre entre Laurent Fabius et Georges Marchais. À l'étranger, le port de Tripoli au nord du Liban a été bombardé cet après-midi par la marine israélienne. Plusieurs obus ont touché la jetée du port, c'est-à-dire l'endroit même où les 5 navires grecs doivent embarquer à partir de demain les 4000 combattants de Yasser Arafat. Et tout à l'heure, Jérusalem a rappelé qu'Israël était en principe hostile à cette évacuation, tout en ajoutant que cela ne signifiait pas pour autant qu'elle s'y opposera nécessairement. Le gouvernement israélien a par ailleurs regretté les initiatives françaises dans cette affaire. Je vous rappelle en effet que des navires français doivent escorter les réfugiés palestiniens. En attendant, sur place, les hommes de Yasser Arafat terminent de plier bagages à quelques heures seulement de leur embarquement. Sur place, Philippe Rochaud et Frédéric Vassor. Ces camionnettes chargées de valises qui sillonnent les rues, c'est Tripoli à l'heure du départ des 4000 combattants palestiniens. Jamais les marchands de la ville n'auront vendu autant de sacs et de valises en aussi peu de temps. Avec l'évacuation des hommes de l'OLP, Tripoli renaît à la vie, le commerce reprend ses droits sur les combats, une certaine confiance règne ici avec le retrait d'Arafat et de ses soldats. 1 millier de ces hommes iront vers l'Algérie, 3000 autres vers le sud Yémen. Leur évacuation va coûter près de 3 millions de dollars à l'OLP, qui finance ainsi le 2e exil de ses combattants, 1 an après leur départ de Beyrouth. Pas de tristesse affichée sur les visages des combattants de l'OLP, qui regrettent néanmoins leur départ du Liban. Vous partez pour l'Algérie? Non, je pars pour le sud Yémen. Et vous êtes satisfait? Oui, c'est bien. Alors la guerre au Liban est finie pour vous? Là c'est fini, mais on reviendra un jour pour une nouvelle guerre. En prélude à l'évacuation des 4000 combattants de l'OLP, le départ des 93 blessés aura servi de répétition générale. Opération sans bavure, pas un coup de feu n'aura été tiré pendant les 5 heures qu'a duré l'embarquement des blessés. Départ pitoyable de Tripoli, mais les Palestiniens refusent de voir là une défaite. C'est une victoire pour l'OLP, parce que ce que nous avons affronté, c'est un génocide. Une conspiration. C'est une conspiration continuelle de la conspiration israélienne de 1982. Et vous pensez que de là-bas, vos combattants pourront revenir un jour? Il n'y a rien de stable au Moyen-Orient à part Dieu et le Coran. Ici, c'est la terre des sables mouvants. Sur les quais de Tripoli, on a déjà crié « la révolution jusqu'à la victoire », mais il y avait peu de monde pour assister au départ. L'évacuation des 4000 combattants de l'OLP n'aura pas l'impact du départ de Beyrouth de l'été dernier. Après une nuit de bateau, les blessés sont arrivés au port de Larnaca à Chypre. Là, les choses sont allées très vite. Larnaca ne devait être une courte escale. Les Palestiniens sont aussitôt repartis pour leur destination finale, pour leur pays d'accueil. 73 d'entre eux sont allés en Égypte, où ils sont déjà arrivés. Une vingtaine d'autres sont en Yougoslavie. Un seul est parti pour la Jordanie. Un dernier blessé parmi les fidèles d'Arafat a dû rester à l'hôpital de Chypre, son état ne lui permettant pas de voyager.
Cette diaspora des Palestiniens blessés ne semble pas, c'est le moins qu'on puisse dire, entamer leur morale. Psychose de l'attentat en Grande-Bretagne au lendemain de l'explosion qui a fait 5 morts et 90 blessés dans un grand magasin de Londres. C'est bien une voiture piégée qui a explosé devant Harrods à un moment où les clients se pressaient pour faire leurs achats de Noël. Et j'apprends tout à l'instant que c'est l'IRA provisoire donc qui a revendiqué cet attentat. Toutefois, l'armée républicaine irlandaise précise que l'opération a été effectuée par des volontaires et qu'elle n'était pas autorisée par le Conseil armé de l'IRA. L'IRA précise également qu'il n'y aura pas de répétition de ce type d'opération. Alors, l'illustration de cette psychose dont je vous parlais, eh bien, ce sont les colis piégés que la police a fait exploser hier soir et cette nuit dans plusieurs endroits de grandes gares londoniennes. De Londres, Philippe Arroir. L'Angleterre tente de se remettre du choc causé par ce carnage de Noël, pour reprendre un titre de journal. Chez Harrods, on s'active à tout réinstaller. La police reste persuadée que c'est bien l'IRA qui a causé l'attentat. L'IRA qui a signé un appel téléphonique 37 minutes avant l'explosion, disant que plusieurs bombes étaient placées dans Londres. C'est pour semer la confusion, c'est bien dans sa tactique, a précisé un responsable de Scotland Yard. Les Anglais sont en colère. C'est salaud, titre le News of the World. Les Anglais sont aussi effrayés car d'autres bombes peuvent exploser. Hier soir, Margaret Thatcher, en faisant part de son indignation, c'est un crime contre Noël, a-t-elle dit, a répété que cela ne changerait en rien sa politique de lutte contre le terrorisme. Sa détermination est partagée par la classe politique entière et par l'opinion publique. L'IRA, en lançant cette nouvelle campagne sanglante, a voulu frapper surtout l'opinion publique mondiale, car en ce qui concerne les Britanniques, il y a bien longtemps qu'elle est totalement discréditée et ce n'est pas l'attentat d'hier qui va changer les choses. D'autre part, l'attentat prouve aussi qu'il doit y avoir des dissensions au sein même de l'IRA. Le chef de la branche politique, Gerry Adams, avait dit que désormais, l'IRA ne s'attaquerait plus qu'à des objectifs militaires et qu'elle tenterait de négocier le fusil et le bulletin de vote. On avait parlé de changement de tactique. Aujourd'hui, M. Adams, qui est député et avec lequel le gouvernement britannique gardait des contacts, est totalement désavoué. Résultat concret, les Britanniques sont décidés à ne pas se laisser intimider et font bloc derrière leurs dirigeants. À une volonté de violence répond une autre volonté qui est loin d'être négligeable. Je vous rappelle que nous avons appris à l'instant que la direction de l'IRA a donc affirmé que cet attentat n'avait pas été autorisé par le Conseil armé de l'armée républicaine irlandaise. Un autre bilan, celui de la discothèque madrilène ravagée par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. 82 personnes sont mortes dans les flammes. Et cette affaire relance la polémique sur la sécurité dans les boîtes de nuit, car il semblerait, dans ce cas précis, que plusieurs portes de secours aient été condamnées pour empêcher les resquilleurs de rentrer. Cela se passait en Espagne, bien sûr, n'empêche que l'on peut se demander si en France de telles catastrophes ne nous menacent pas, nous aussi. Vous vous souvenez certainement à ce sujet de l'incendie du 5-7 en novembre 1970. Alors bien sûr, depuis cette date, la sécurité a été considérablement renforcée, mais peut-on tout prévoir? La réponse de Bruno Ledreff. Voici ce qu'il restait du 5-7, une discothèque de Saint-Laurent-du-Pont, le 1er novembre 1970. Le feu qui l'a détruit a provoqué la mort de 146 personnes, la plus importante catastrophe de ce genre en France. Rapidement, l'enquête démontra que les portes de secours étaient verrouillées et que de nombreuses mesures de sécurité n'étaient pas respectées. Après cette tragédie, la législation française en matière de sécurité pour les lieux publics est encore renforcée. Les contrôles plus fréquents et plus tatillons. Les contrôles dans les établissements de renseignement public varient de 1 à 3 ans selon leur destination et l'effectif reçu. D'une manière générale, les contrôles sont positifs ou moins positifs sur ce que vous avez pu voir? Dire qu'il n'y a pas de contravention aux textes en vigueur, je pense que je ne serais pas crédible, bien évidemment. Mais je pense que depuis un certain nombre d'années, les exploitants et propriétaires des établissements de renseignement public ont pris quand même conscience de leurs responsabilités vis-à-vis du public qu'ils reçoivent. Et je pense qu'il y a quand même une nette amélioration. Nous avons mené notre propre enquête dans un établissement parisien. 1200 mètres carrés sur lesquels on peut accueillir 1 millier de personnes. Ici, c'est l'électronique qui assure la sécurité. Tout est centralisé à la caisse où se trouve toujours au moins une personne. Cette petite boîte veille sur l'ensemble de la discothèque. C'est à elle que sont reliés les contrôleurs de chaleur disséminés dans le plafond, recouverts de matière ininflammable.
Ce sont eux qui déclenchent à leur tour les pommes d'arrosage, comme celle-ci. Il y en a une tous les 5 mètres. Les sorties de secours sont déverrouillées automatiquement. Une simple poussée permet de les ouvrir. Des panneaux lumineux doivent indiquer la sortie. Est-ce que vous pensez qu'un accident comme celui de Madrid pourrait arriver en France? Ça peut vraisemblablement arriver en France. Ici au Krypton, ça ne pourrait pas arriver parce que d'abord les sprinklers se déclencheront, la détection incendie également, les portes de secours également. Donc les gens seraient ou sortis ou au pire auraient pris une douche. Ça n'a jamais fait mourir personne. En ce qui concerne la sécurité, la législation française est l'une des plus sévères qui soit. Elle coûte bien sûr très cher, mais un équipement électronique élaboré, comme celui que vous venez de voir, autorise des dégrèvements de primes d'assurance. Au Koweït, arrestation de 10 personnes soupçonnées d'avoir participé aux attentats de lundi dernier. Des attentats qui avaient visé les ambassades de France et des États-Unis, de même que l'aéroport et plusieurs bâtiments officiels koweïtiens. Des armes et des explosifs ont été découverts et les responsables seraient irakiens et libanais. Ils seront traduits dès demain devant la Haute Cour de sûreté de l'État. Au Japon, les électeurs devaient élire aujourd'hui leur député à la Diète, c'est-à-dire au Parlement japonais. Un test intéressant puisqu'il faisait suite à la condamnation de l'ancien Premier ministre, M. Tanaka, qui avait été condamné dans une affaire de pot de vin. Son parti était pourtant donné favori de ces élections et, première surprise, la réélection immédiate de M. Tanaka qui avait fait appel du jugement. Le voici, celui qu'on appelle au Japon Shogun, le généralissime de l'ombre, Kukei Tanaka. C'est à cause de lui et des énormes pots de vin qu'il aurait touché des Américains que son parti, le très honorable Parti conservateur japonais, a dû dissoudre l'Assemblée et demander aux électeurs de se prononcer. 84 millions de Japonais sont donc retournés aux urnes aujourd'hui et M. Tanaka a été triomphalement réélu. Il faut dire que les mœurs électorales japonaises sont un peu particulières. La pratique des cadeaux aux électeurs est courante et M. Tanaka a, paraît-il, beaucoup construit d'autoroutes, de ponts et de chemins de fer dans sa circonscription. Mais une circonscription, ce n'est pas tout le pays. Et sur le plan national, le parti de M. Tanaka, parti conservateur au pouvoir depuis 35 ans, a perdu un peu de sa traditionnelle avance. Très légère sanction, le parti conservateur garde toujours la majorité. En politique française, à noter la nomination tout à l'heure d'un nouveau ministre des Affaires européennes. Il s'agit de maître Roland Dumas qui remplace ainsi M. André Chandernagor, nommé premier président de la Cour des comptes. Le choix de maître Roland Dumas, qui sera ministre à part entière, intervient alors que la France doit assurer la présidence de la Commission européenne de la Communauté. Et puis en politique toujours, 2 élections législatives partielles se déroulaient ce dimanche. La première à Auray, dans le Morbihan. Nous avons déjà les résultats. C'est M. Aimé Kerguéris pour l'UDF, qui a donc été élu député de la seconde circonscription du Morbihan. Il remplacera M. Christian Bonnet, ancien ministre, qui a été élu sénateur en septembre dernier. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus de candidats de la majorité pour ce second tour. La deuxième élection se déroule à Cahors, dans le Lot, pour la succession de Maurice Faure, devenu depuis lors sénateur. On aura, je pense, les résultats dans la nuit. Enfin, je vous rappelle que le débat sur le projet de loi relatif à la presse écrite doit reprendre à l'Assemblée nationale courant janvier. Nous vous présentions hier la manière dont les Britanniques abordaient ce problème de la concentration dans la presse. Et ce soir, c'est vers l'Allemagne que nous nous tournons, avec l'exemple du groupe dirigé par Axel Springer, qui contrôle 30% de la presse allemande dans le cadre pourtant très strict d'une loi antitrust. Sur place, Michel Meyer. Axel César Springer n'a pas volé son deuxième prénom. Il est vraiment l'empereur allemand du papier imprimé. Cet ancien typographe, qui rêvait d'être chanteur, est l'un des plus puissants patrons de presse européens. Depuis le mur de Berlin, là même où il a planté le siège de son holding comme un défi géant à l'autre Allemagne communiste, Springer dirige un groupe qui couvre 30%, soit près du tiers du marché des quotidiens et des magazines ouest-allemands. Son ascension date des années 50, après qu'il ait été l'un des premiers, en raison d'un passé de non-compromission avec le nazisme, à obtenir en Allemagne et des Anglais le droit de publication. Après aussi que le premier, il se soit comporté en industriel du papier, avec création de rédactions et de journaux modernes. Sa profession de foi d'alors, la presse, dit-il, participe à la politique, mais doit s'abstenir de faire de la politique.
On lui reproche cependant le conservatisme de ses titres et un sensationnalisme qui est notamment à la base de réussites douteuses comme celle du Bild-Zeitung. Jamais pourtant, l'Empire Springer, de même que la demi-douzaine d'autres groupes que l'on compte ici en Allemagne fédérale, n'ont été menacés par le pouvoir d'État, même durant l'ère social-démocrate. Ici, en RFA, l'heure est restée au libéralisme intégral. Pas question de corriger ou de fausser les lois du marché. On a pourtant freiné les appétits de Springer au terme précisément de ces lois du marché, afin de l'empêcher d'atteindre, ici ou là, une situation de monopole. Ainsi, il s'est récemment vu interdire l'achat de journaux à Hambourg et Munich par l'Office anti-cartel, la seule administration économique compétente dans ce genre d'affaires. Cette instance est en effet automatiquement mobilisée, pour accord ou non, dans le cas de fusions de presse touchant des entreprises dont le chiffre d'affaires excède 75 millions de francs ou d'un tirage supérieur à 70 000 exemplaires. Au chapitre des faits divers, un accident de car a fait 34 morts à Gênes en Italie. Il transportait une équipe de football de la marine italienne lorsqu'il a dérapé sur la chaussée rendue glissante par la pluie. Il pleut très fort ce matin à 8 heures près de Gênes. Il y a un vent terrible. Sur la route, dans la tempête, un quart. Mais à bord, les 39 jeunes marins permissionnaires italiens ne pensent qu'à une chose, arriver à l'heure à Turin pour le grand match de foot de la Juve. 35 sur les 39 mourront et des 4 survivants, 3 sont dans un état grave. L'autocar en provenance du sud arrivait sur l'autoroute. Soudain, il a heurté les rails de sécurité, une fois à droite, une fois à gauche, puis le rail central, puis encore à droite, puis encore à gauche, pour plonger enfin de 70 mètres dans un ravin et s'écraser sur le toit. Les 4 blessés, le seul peu touché est sorti par ses propres moyens de la carcasse de l'autocar, alors qu'il a fallu plusieurs heures pour dégager les autres victimes. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Outre le mauvais temps, l'autocar a pu déraper en raison du mauvais état des pneus. Du sport maintenant, avec le rendez-vous des coureurs au Bois de Boulogne pour le 23e cross du Figaro. Victoire de Thierry Vatrice devant le Belge Vincent Rousseau. Jackie Boxberger est 4e. Le résumé de cette course et des autres événements sportifs de cette journée avec Alain Vernon. 12 km à parcourir cet après-midi au Bois de Boulogne, à Paris, sous la pluie et dans la boue, comme le veut la tradition, pour les 370 concurrents du cross des As de ce 23e cross du Figaro. Mais l'attraction, c'était bien sûr Thierry Vatrice dans son duel avec Jackie Boxberger, déjà vainqueur à 7 reprises du plus important cross hivernal. L'élève de Michel Jazzy, au mieux de sa forme aujourd'hui, remporte à l'arraché son 9e succès cette saison devant Gonzalez, Rousseau, Boxberger et Lévis. Bonne récupération de Pastre, un relais précis et rapide de Sénégal pour Deganis qui smash avec une rare violence. C'est l'image d'une très bonne équipe de France qui a battu cet après-midi en finale du tournoi de Noël à Paris une sélection américaine 102 à 86. La nouvelle équipe de France de Jean Luan a joué avec rigueur, beaucoup d'imagination, 24 heures seulement après sa victoire sur la Chine. Haké et Dubuisson ont été les meilleurs. Objectif des tricolores maintenant, les Jeux Olympiques. Ils attendent ce rendez-vous depuis 24 ans. Au ralenti, l'acrobate suisse Urs Reiber. C'est lui qui avait évité une chute spectaculaire à Val d'Isère il y a 8 jours. Mais Urs Reiber ne craint surtout pas la vitesse et il remporte à 25 ans aujourd'hui dans la descente de Val Gardena en Italie sa première victoire en Coupe du Monde devant le Canadien Todd Broker. Le puissant Reiber s'est imposé à la moyenne de 96 km/h. Le premier Français, quant à lui, Philippe Verneret, n'est que 12e. Il y avait du football cet après-midi pour la 23e journée de championnat. Bordeaux l'emporte 2-0 à Nancy, Sochaux et Rouen match nul 1 partout et à Saint-Étienne les Verts battent Toulon 1-0. Au classement, Bordeaux est toujours en tête avec 5 points d'avance sur Monaco et sur Nantes. Et puis en marge de ce sport professionnel ou de compétition, un coup de chapeau pour un autre genre de sportif. Il s'appelle David Griffith. Il vient de courir pendant 54 jours entre Pékin et Hong Kong. L'histoire racontée par Alain Vernon. Au départ de Pékin, personne ne connaît David Griffith. Il n'a gagné aucun grand marathon du calendrier international et pourtant cet Anglais va traverser 6 provinces chinoises pendant 54 jours pour rejoindre Hong Kong. Au total, 2815 km de course
pour défendre tout simplement le sport chez les handicapés. Car l'exploit de David Griffith, qui a tout de même parcouru 50 à 90 km chaque jour, est destiné à réunir les fonds nécessaires pour payer aux sportifs handicapés chinois une participation aux Jeux Olympiques handisport. Voilà, il y avait un tiercé cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 15, le 14 et le 2. Voilà, vous voyez l'arrivée de ce tiercé. Cette combinaison vous rapporte dans l'ordre 2767 francs et 50 centimes pour 5 francs. Et dans un ordre différent, 553 francs 50, toujours pour 5 francs. Voilà donc l'arrivée de cette course à Vincennes. Coluche du rire aux larmes, ou la façon de passer du registre comique à celui du tragédien. C'est la performance réalisée par Coluche dans son dernier film qui sort mercredi et qui s'intitule Ciao Pantin. Un Coluche remarquable et surtout un Coluche émouvant comme on ne le connaissait pas, dans ce film réalisé par Claude Berry. Une épave, veilleur de nuit dans une station-service, seul avec sa bouteille de rhum. C'est le nouveau Coluche qui fait pleurer au lieu de rire dans Ciao Pantin. Avec de nouveaux partenaires, une punk de squat plus tendre que prévu, Agnès Soral, et un voleur de moto trafiquant de drogue, Richard Anconina. Salut. C'est ça ta moto? Bah ouais. Non mais tu me prends pour une conne ou quoi? C'est pas la même. Bon, tu montes? Non mais elle est où ta bécane? Elle est au garage. Il y a un mec qui m'a coincé sur les boulevards. J'ai eu de la chance. Ensuite, il y a avec des égratignures, tu vois la tête. Bon, tu montes? Coluche, qui tourne un autre film comique à Rome, aurait pu avoir peur de passer du rire aux larmes. Oui, c'est ça, en principe, oui. Mais en fait, un acteur peut jouer n'importe quel rôle. Hein. Coluche, c'est pas moi non plus. Je l'ai joué longtemps et personne s'en est aperçu. Alors maintenant que je joue autre chose, on dit, ah ben tiens, finalement, Coluche, c'était un personnage. Et puis Lambert, dans le Ciao Pantin, ben, c'en est un autre. Et puis maintenant, je fais le roi d'Agobert, c'est encore un autre. C'est pas moi non plus, le roi d'Agobert. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Ça va pas, non? Quoi, c'est un joint? Quoi, un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? T'as vu ce que tu t'en fais toute cette vie, toi? T'as vu avec quoi tu te shootes? Tous les jours? Ça pose aucun problème à personne, sauf quelquefois au public qui va pas voir des films comiques de quelqu'un qui l'est pas, ou qui va pas voir les films tragiques de quelqu'un qui est comique. Ça peut arriver. Mais enfin, moi je crois surtout c'est que ça arrive quand les films sont ratés, quoi. Parce que quand les films sont bons, ils peuvent être dramatiques ou comiques. En fait, il s'agit de la même chose. Hein. Il s'agit de faire du spectacle et de distraire. Et le comique et le dramatique, c'est la même chose à faire. Il s'agit de faire semblant de faire quelque chose, quoi. Il y a un autre petit trafiquant qui s'est fait buter ce matin dans un squat à Belleville. Un nommé Mamoun, hein? Ah bon? Ah bon. On a établi un portrait robot du tueur. Eh ben, il vous ressemble beaucoup, Lambert. Coluche revolver au poing, ça permet tout. Coluche magistrat, Coluche empereur ou Coluche cowboy. En tout cas, pour l'ancien comique de café-théâtre, l'avenir, c'est le cinéma. J'espère. Ça me plaît bien, ouais, j'aimerais bien continuer un peu. Mais en fait, c'est pas moi qui décide, hein, c'est les gens qui vont au cinéma. Mais alors, qu'est-ce que t'as contre les femmes, alors? Tu vois, des fois, moi, je monte avec une pute, ben, je me dis, pourquoi j'en tomberais pas amoureux? Tu veux être macro? Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais on sait jamais pourquoi elles en sont arrivées là, ces filles-là. Eh ben, pourquoi je tomberais pas sur une fille qui aurait envie que je la sorte de là? Et pourquoi tu rencontrerais pas directement une fille qui est pas pute? T'as pas baisé qu'avec des putes dans ta vie? Non, non, souvent. Et toi, avec qui tu baises? Tout seul. Voilà, Coluche dans Ciao Pantin. Et pour bien m'apporter les résultats de l'élection du Lot, c'est M. Bernard Charles pour le mouvement des radicaux de gauche qui a donc été élu député en remplacement de Maurice Faure. Maurice Faure qui appartenait déjà au mouvement des radicaux de gauche, qui a été élu sénateur en septembre dernier. C'est donc la continuité dans le Lot. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui a déjà les pieds dans l'eau. Oui, dans la flotte. Enfin, on en manquait, on en a. Pour les mêmes raisons.
Regardez la photo satellite, toujours une dépression très creuse, 955 millibars au large de la France, qui dirige sur la France un flux perturbé de sud-ouest qui ensuite remonte vers le nord-ouest. Donc beaucoup de nuages. Demain, en milieu d'après-midi, voici la carte de la météo nationale. Sur la moitié, en simplifiant, sur la moitié est du pays, beaucoup de nuages avec de la neige à partir de 1000 mètres sur tous les massifs montagneux, des orages possibles sur la Méditerranée, donc mauvais sur la partie est, mais ça s'améliorera progressivement pendant la nuit, car sur la moitié ouest, le temps sera instable, variable, avec des averses, des passages nuageux, mais aussi des éclaircies, quelques orages possibles en Aquitaine et des rafales de vent de sud-ouest assez fortes à fortes sur les côtes et même à l'intérieur. Le baromètre est quand même à la hausse, mais sachez que mardi, nous allons retourner à la pluie. Côté température, encore des gelées demain matin sur le nord-est, moins 2 degrés, et l'après-midi de 2 à 9 sur la moitié nord, toute petite baisse, et de 5 à 14 sur la moitié sud, toute petite baisse aussi, mais ça reste quand même au-dessus des normes, comme hier et comme demain. Demain, lundi 19 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h40 de coucher, 16h53, et c'est la fête de Saint-Urbain, comme vous. L'art de dire vite des choses intéressantes. Voilà, fin de ce journal. La dernière édition vous sera présentée aux alentours de 23h par Hervé Claude. Demain, 12h45, antenne de midi, avec Noël Mamère, 18h30, Jean-Claude Alanic pour C'est la vie. Et vous retrouverez Christine Ockrent demain à 20h. Je vous souhaite une excellente semaine sur Antenne 2.